Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie du cours E2 sur les écosystèmes. Alors dans une première partie, on avait étudié la structure des écosystèmes, biotope et biocénose. Dans une deuxième partie, on avait vu les relations interspécifiques qui ont lieu dans un écosystème, les facteurs du biotope et les relations interspécifiques déterminant la structure spatiale, ça veut dire la distribution de la biocénose dans l'écosystème. Aujourd'hui, donc, on va voir le grand 3 et le grand 4. Le grand 3, on va zoomer sur une relation trophique particulière, à savoir la relation mangeur à manger. Puis ensuite, le grand 4, on fera la dynamique des écosystèmes. Alors commençons par ce grand 3, les relations trophiques à l'origine des flux de matière et d'énergie au sein des écosystèmes. Alors première chose à dire, c'est que dans les écosystèmes, les espèces sont incluses dans des chaînes trophiques. Alors une chaîne trophique, c'est quoi? C'est une suite d'organismes où chacun qui constitue un maillon de la chaîne mange celui qui le précède. Par exemple, là on a une chaîne trophique où la luzerne est mangée par le criquet, qui est mangée par le moineau, qui est mangée par l'épervier. Ça, c'est le producteur primaire en début de chaîne. Ça, ce sont les consommateurs hétérotrophes dans mon exemple. Alors, en fait, on va distinguer deux sous-types de chaînes trophiques. Les chaînes qui vont démarrer avec de la matière organique vivante, comme indiqué ici. Deuxième type de chaîne, les chaînes qui démarrent à partir de matière organique morte, comme ici, les feuilles mortes, qui sont mangées par le cloporte, qui est mangé par le lézard, qui est mangé par le hérisson. Dans ces chaînes-là, on part donc de matière organique morte, les décomposeurs interviennent pour manger cette nécromasse, et ensuite on a des consommateurs hétérotrophes. Le code de couleur ici, le bleu, le rose et le vert correspondant au code de couleur qu'on avait vu dans le grand 1. Alors petite remarque, les chaînes trophiques qu'on représente là sont en fait des simplifications extrêmes du fonctionnement des écosystèmes parce qu'en réalité, dans l'écosystème, les chaînes trophiques elles sont connectées en ce qu'on appelle un réseau trophique. Ça veut dire un ensemble de chaînes trophiques d'un écosystème avec des maillons communs. Par exemple, là, le hérisson, il mange à la fois des guêpes et à la fois des escargots ou des criquets, par exemple. Donc ça, c'est la notion de réseau trophique qui représente plus la réalité. Les êtres vivants qui consomment plusieurs types d'organismes, par exemple le hérisson, on appelle ça des polyphages. Ils mettent en relation en fait les différentes chaînes trophiques dans l'écosystème. La complexité des réseaux trophiques peut se mesurer d'une façon très simple. Alors comment on fait? On regarde tous les organismes de l'écosystème et on va compter en fait tous les liens. Par exemple là il y a un lien, deux liens, trois liens, quatre liens, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 liens. Chaque lien reliant deux espèces. Donc on fait 12 fois 2 en fait pour matérialiser ceci. Et on va diviser par le nombre d'espèces. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espèces. Donc ça fait 24 divisé par 8, ça fait une complexité de 3. Si je prends cet exemple-là, j'ai le même nombre d'espèces, j'en ai 8. Par contre, on voit qu'il y a moins de liens. Des liens, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je fais 7 fois 2 divisé par 8, j'obtiens une complexité qui est plus faible, ce qu'on voyait de toute façon visuellement en comparant les deux ici. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir que dans une chaîne trophique, les effectifs des niveaux trophiques sont modifiés de façon ascendante et descendante, ce qui est tout à fait évident en fait. Alors prenons, il y a deux cas. Premier cas, c'est quand les effectifs d'un niveau trophique supérieur vont contrôler les effectifs des niveaux inférieurs. Par exemple, ici, les algues sont mangées par les insectes herbivores, mangées par les larves de libellules, mangées par les poissons. Si, donc ça c'est ce qui se passe dans la réalité. Et s'il n'y a plus de poissons, quelles vont être les conséquences sur les niveaux trophiques inférieurs? S'il n'y a plus de poissons, les poissons ne vont plus manger les larves de libellules, du coup il y en aura bien plus. Du coup elles vont bien plus manger les insectes herbivores, du coup il y en aura bien moins. Et eux, comme ils mangent des algues, comme il y en a moins, maintenant les algues, il y en a bien plus. Donc en modifiant tout ce qui était en haut, les poissons, j'arrive à modifier d'une façon donc les niveaux inférieurs du dessous. On dit que je fais une régulation top vers down. Autre exemple concret, dans le parc de Yellowstone. Avant l'introduction des loups, donc il y avait, avant la réintégration des loups, il y avait des élands, des coyotes, des arbustes, des lapins, des herbacées. Et quand le loup a été mis, en fait, il s'est produit plein de choses qu'on n'avait pas suspectées. On savait qu'ils allaient manger l'élan, mais on n'avait pas anticipé la suite. C'est que comme les loups mangent l'élan et que les élans mangent les arbustes, s'il y a moins d'élan, on le voit ici, les arbustes, du coup, il y en aura bien plus. On voit que les arbustes, il y en a bien plus maintenant qu'avant. Et du coup, maintenant, il y a bien plus d'arbustes que précédemment. Et on peut faire la même chose en raisonnant là-dessus, concernant, donc ils mangent les coyotes, du coup, il y a maintenant bien plus de lapins que ce qu'il y avait précédemment. Et comme ils mangent l'herbe, effectivement, les arbustes sont avantagés par rapport aux herbacées. Donc ça, c'est les régulations top-down. On peut faire dans l'autre sens, donc quand les modifications des effectifs des niveaux inférieurs vont se répercuter donc sur les espèces de niveau supérieur. Alors ça c'est encore plus logique en fait. On a vu cet exemple-là quand on avait fait El Niño au niveau du cours BG1. Alors imaginons ce qu'on avait dit à l'époque,
qu'en absence de El Niño dans le cours BG1, il y avait beaucoup de producteurs primaires au niveau des espèces phytoplanctoniques qui sont mangées par du phytoplancton de type protozoaire, qui sont mangés ensuite par des consommateurs secondaires, qui sont mangés ensuite par des consommateurs tertiaires. Lors des phénomènes El Niño, la production baisse au niveau des producteurs primaires, et ça se répercute sur l'ensemble de la chaîne, et il y a bien moins de poissons à pêcher. Là, on parle de régulation donc du bas vers le haut ou bottom-up. Donc finalement, les effets top-down et bottom-up vont participer ensemble à l'évolution des effectifs au sein des différents niveaux trophiques des écosystèmes. Alors ça, c'est important, surtout qu'en fait, dans notre métier, c'est sur la gestion des écosystèmes. Dans un écosystème, quand on regarde les relations trophiques, donc qui mange qui, représenté par les flèches de tout à l'heure, on peut finalement grouper les êtres vivants de l'écosystème en 3 groupes. Ce sont les 3 groupes colorés que l'on avait pu voir dans les cours précédents et au début de ce cours. Alors le premier groupe, qui est ici en vert, c'est le groupe des producteurs primaires. Ça veut dire ce sont les êtres vivants qui vont produire de la matière organique à partir de matière minérale. On le voit ici, CO2 qui rentre et on obtient de la matière organique. Ce sont donc le groupe, c'est synonyme des autotrophes. Alors l'essentiel de ces autotrophes, ce sont les végétaux, effectivement représentés ici par la luzerne. Là, ce sont des autotrophes photolithotrophes. Ça veut dire qu'ils utilisent l'énergie lumineuse qui va donc rentrer dans l'écosystème à leur niveau, et ils vont la convertir en énergie chimique, à savoir en biomasse de végétaux. Alors ils font ceci à partir de la matière minérale de type CO2, mais aussi pour le carbone, mais aussi à partir par exemple d'azote minéral. On avait vu nous qu'on avait fait la nutrition des angiospermes avec le N minéral qui rentre et qu'il transforme par exemple en acide aminé. En plus de ces organismes photolitho-autotrophes, il y a les bactéries chimio-litho-autotrophes, comme Nitrobacter qui était notre exemple de l'époque du métabolisme. Alors ici l'énergie qui rentre, c'est de l'énergie chimique, par exemple NO2- du sol, qui va être oxydé en NO3-, et ça va être utilisé pour faire la biomasse, entre autres, de ces bactéries Nitrobacter de mon exemple, via le cycle de Calvin, comme ici. Alors ces chimiolitho-autotrophes sont en quantité bien plus faible que les végétaux en biomasse. Par contre, leur rôle écologique est très important parce qu'ils vont participer au recyclage des ressources minérales, comme par exemple dans le cycle de l'azote pour Nitrobacter. Donc finalement, au niveau de ce premier groupe vert, si on veut faire un bilan, on peut donc dire qu'à leur niveau, il y a entrée de matière et d'énergie au niveau des producteurs primaires et que ceux-ci vont transformer ceci en biomasse qui est de l'énergie chimique. Passons au deuxième groupe qui est ici en bleu, le groupe des consommateurs hétérotrophes. Alors ces consommateurs hétérotrophes, eux, ils vont consommer la matière organique vivante de l'écosystème. Alors ce groupe qui consomme la matière organique vivante de l'écosystème peut se retrouver à plusieurs niveaux trophiques. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ils peuvent se retrouver au niveau 2, au niveau 3 ou au niveau 4. Alors ceux qui sont au niveau 2, ce sont ceux donc, qui vont manger directement les producteurs primaires, que ce soit les végétaux ou les bactéries. On appelle ça des consommateurs primaires. Ceux qui mangent les consommateurs primaires, consommateurs secondaires, et enfin les consommateurs tertiaires ici. Le schéma qui est ici représente exactement la même chose, mais au lieu de partir d'une chaîne alimentaire terrestre avec la luzerne, on part d'une chaîne alimentaire marine. Mais il y a la même information à l'intérieur. Alors, petit retour sur la matière et l'énergie, qui sont des choses qui nous intéressent particulièrement dans ce grand 3 d'après le titre. Alors ici, l'entrée d'énergie ne se fait pas sous forme lumineuse. Eux, ils vont manger de la matière vivante, donc ils vont manger finalement de l'énergie sous forme chimique. Et une fois qu'ils ont mangé cette énergie sous forme chimique, cette matière donc organique vivante, celle-ci va en partie subir le catabolisme. Ça veut dire va être décomposée jusqu'au stade minéral éventuellement. C'est pour ça qu'on voit le CO2 ici, lorsqu'il y a par exemple la respiration. Et ensuite, cette matière minérale, elle est rendue au milieu. C'est ce qui est marqué ici. Alors ça marche pour le catabolisme respiratoire des glucides, qu'on avait bien vu, des lipides aussi, avec le CO2 qui est rejeté. Lors du catabolisme des acides nucléiques ou des protéines, il y a aussi rejet de phosphate, rejet de NH3. On avait vu, par exemple, rejet dans l'urine d'ammoniac ou sous forme urée ou sous forme d'acide urique selon les êtres vivants. Et donc, les rejets sont représentés ici. Là, il n'y a que le rejet de matière minérale carbonée qui est indiqué sur ce schéma. À noter que les producteurs primaires aussi ont du catabolisme, aussi minéralisent leur matière organique lors de la respiration des plantes, par exemple. Mais là, ce n'est pas indiqué parce qu'effectivement, en bilan net, c'est l'entrée qui l'emporte sur les sorties, effectivement. Le dernier groupe, ce sont le groupe représenté ici des décomposeurs hétérotrophes. Alors eux, qu'est-ce qu'ils font comme différence? Ils ne mangent pas de la matière organique vivante, mais ils mangent de la matière organique morte. L'ensemble de la matière organique morte, c'est ce qu'on appelle la nécromasse.
Celle-ci se situe essentiellement au niveau du sol, les feuilles mortes, les sécrétions racinaires, l'urine, les lombrics morts par exemple. Alors, ces décomposeurs du sol vont donc décomposer la nécromasse. Alors, quand on parle de décomposition, c'est un terme un petit peu large. Nous, on peut le définir d'une façon stricte. Qu'est-ce que c'est que la décomposition au niveau du sol? La décomposition, c'est deux étapes. C'est première étape, une simplification de la matière. Imaginons que dans le sol, il y ait des débris de feuilles avec de la cellulose et des protéines, surtout de la cellulose. La première chose que vont faire les décomposeurs hétérotrophes, c'est simplifier ceci. En gros, ils vont envoyer des enzymes à l'extérieur et ces enzymes vont couper ceci, si c'est de la microflore, hein, ou bien ils vont manger ces choses-là, et au niveau des enzymes intestinales, par exemple, certaines vont être coupées. Donc ça, c'est simplifié en petites molécules, qui sont des molécules organiques simples. Et ensuite, ces petites molécules peuvent être absorbées par l'organisme, et dans l'organisme, ces petites molécules vont pouvoir être minéralisées. Par exemple, un glucose va être minéralisé en CO2. Un acéléminé peut être minéralisé en alpha-cétoacide plus NH4+, et ensuite alpha-cétoacide en CO2 par exemple, etc. Donc la décomposition, c'est tout ça. C'est une simplification plus une minéralisation. Alors qui est concerné? Comment se fait concrètement cette décomposition dans le sol? Alors cette décomposition, elle peut se faire de deux façons. Elle peut se faire par le biais de la pédofaune. La pédofaune, là vous avez quelques exemples d'organismes de la pédofaune. On l'avait défini. Qu'est-ce que ça veut dire ça, pédofaune? Ce sont les organismes qui mangent la matière organique morte du sol d'une façon particulière qui est la phagotrophie. Ça veut dire avec une bouche ou, quand ce sont des unicellulaires, là j'en ai pas représenté, par phagocytose ou endocytose. Donc il y a eux dans le sol et il y a aussi, deuxième possibilité, action de la microflore. Alors la microflore, ce sont les champignons et ce sont les bactéries, on avait défini, qui mangent la matière organique morte par absorbotrophie, on dit aussi par osmotrophie. Alors cette microflore agit souvent après l'action de la pédofaune. La pédofaune, comme le ver de terre par exemple, qui va décomposer la feuille, qui va la manger. Un petit bout, il va faire ce qu'on a vu, la simplification et la minéralisation, la décomposition. Et il y a des petits morceaux de feuilles qui vont se retrouver ensuite dans le sol et ils vont être attaqués, ces petits morceaux, avec une augmentation de surface par cette microflore en question. Là, on voit des champignons au niveau de la litière. Là, on voit des bactéries ou des champignons au niveau d'un épiderme végétal. Et eux, effectivement, ils vont sécréter leurs exoenzymes. Et les exoenzymes vont faire ce qu'on a raconté tout à l'heure, la décomposition. Alors, cette microflore, elle est très importante parce qu'au niveau de cette microflore, il y a deux enzymes particulières que n'ont pas la pédofaune comme le ver de terre, ce sont les cellulases et les lininases. Ça veut dire que la microflore va permettre le recyclage de tout ce qui est cellulose et lignine, et donc la décomposition par exemple des arbres morts qui sont dans une forêt. Bien sûr, certains animaux comme la vache, on avait vu, peuvent aussi décomposer la cellulose, mais ce n'est pas eux, hein, c'est par le biais de symbiose via des micro-organismes qui étaient les bactéries symbiotiques dans notre exemple de la vache. Alors si je regarde ici ce schéma, ça nous récapitule un petit peu ce qui se passe dans le sol, avec intervention d'une part de la pédofaune, avec l'exemple du ver de terre, et de la microflore, avec l'exemple d'une bactérie ou d'un champignon. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement lors de la décomposition? J'ai pris une feuille, dans cette feuille il y a des polymères représentés ici. Le ver de terre donc mange la feuille, fait la digestion mécanique, fait une digestion chimique qui lui permet par exemple de couper les protéines en acide aminé, l'amidon en glucose. Il va pouvoir absorber ceci et ça, il va l'utiliser pour lui-même, pour faire sa matière lors de l'anabolisme, ou bien les deux, voir le cours sur le métabolisme, il va l'utiliser pour avoir de l'énergie lors du catabolisme. Il va oxyder, d'où libération de CO2. Une grande partie, finalement, n'est pas absorbée et se retrouve rejetée à l'extérieur. Par exemple, la lignine qui n'est pas digérée, par exemple, la cellulose qui n'est pas digérée. Donc il y a des petits morceaux de feuilles représentés ici, avec des organismes qui n'ont pas été digérés, ou bien le ver de terre peut digérer les protéines, mais il en reste tout le temps un petit peu, quoi. Et ces petits fragments peuvent être ensuite attaqués par la microflore. Pareil, on voit des exoenzymes, sachant que là, il y a des cellulases et des lininases qu'il n'y avait pas avant. Et du coup, on peut couper les petits morceaux, et les petits morceaux sont absorbés par osmotrophie. Et pareil, les monomères peuvent être utilisés pour la matière elle-même, la biomasse de l'organisme, ou bien pour faire de l'énergie, avec ici rejet de CO2. Petite remarque de vocabulaire ici, quand je définis la décomposition comme ceci, je me rends compte que les consommateurs hétérotrophes sont aussi des décomposeurs. Nous aussi, on prend de l'amidon qu'on casse en glucose, qu'on fait rentrer dans notre organisme et qu'on minéralise. Donc nous aussi, on fait de la décomposition. Par contre, le terme de décomposeur hétérotrophe se garde pour ceux qui consomment en écologie de la matière organique morte de l'écosystème.
Petite remarque, ici en lien avec ce que vous verrez l'année prochaine sur le sol et sur les cycles, notamment les cycles de l'azote, les décomposeurs qu'on vient de voir qui sont ici en violet et les chimiolitho-autotrophes comme nitrobactères qui sont ici en marron sont très importants dans les recyclages de la matière et dans les cycles de la matière. Alors dans cet exemple où je fais le cycle de l'azote, ben, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les composés azotés qui ont été faits par les végétaux, hein, les végétaux sont autotrophes pour l'azote, donc ils prennent de l'azote minéral. En gros, ils prennent surtout du NO3-, plus du N2, plus du NH4+, pourquoi pas, hein, selon les cas. Mais en gros, ils aiment bien le NO3-, ils finalement l'assimilent et le transforment en matière organique avec du N, comme les protéines et les acides nucléiques. Et ces feuilles mortes, quand elles tombent au niveau du sol, elles vont être donc décomposées. Ces molécules qui sont ici, qui sont des polymères, peuvent être donc mangées par les lombriques, la pédofaune, qui vont pouvoir couper donc surtout les protéines en acides aminés et donc prendre les acides aminés. Ces acides aminés, ensuite, via le métabolisme, vont pouvoir subir le catabolisme et être transformés en alpha-cétoacide plus NH4+, le NH4+, étant rejeté par l'urine. Alors, selon les animaux, ça peut être de l'urée aussi, hein, ou de l'acide urique. La microflore, elle peut, via des exoenzymes, couper ceci en petits morceaux, on le voit ici, et prendre les monomères. Il est aussi possible, il existe des uréases et des désaminases que ces exoenzymes coupent, en fait, par exemple au niveau d'un acide aminé, donc le NH4+, et l'alpha-cétoacide. Dans ce cas, elles prennent que l'alpha-cétoacide. Ça existe, il y a tout qui existe, hein. Les uréases, elles vont couper l'urée en HCO3- plus NH4+. Bon, bref, qu'est-ce qui se passe en fait dans le sol? Il se passe que dans le sol, et bien finalement, ces organismes, via leur activité, peuvent rejeter du NH4+. Alors, directement ou via les exoenzymes qui coupent. Ces NH4+, peuvent ensuite être oxydés en NO2- par nitrosomonase. C'est comme ça qu'elle arrive à avoir par chimiolithotrophie de l'énergie et qu'elle peut faire le cycle de Calvin. Et nitrobactère, que l'on connaît bien, va oxyder NO2- en NO3-. Pareil, ce qui lui permet de faire son cycle de Calvin et d'avoir de l'ATP. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que en partant d'ici, je peux, grâce aux décomposeurs et aux chimiolitho-autotrophes, récupérer mon NO3-. Ce NO3- étant la forme qui va permettre aux plantes, en majorité, de refaire des protéines et des acides nucléiques. Alors là, ce n'est pas représenté sous forme de cycle, mais c'est ce que vous verrez l'année prochaine. Donc là, on voit l'importance des deux types d'organismes dont on a parlé dans ce cours. Dernière remarque, toujours en lien avec le cours du sol l'année prochaine, c'est que là, on parle de la matière organique du sol, de la nécromasse, et on dit, ben voilà, elle est mangée par les décomposeurs. En fait, il faut savoir que quand je regarde la matière organique du sol, alors la matière vivante certes, mais la matière organique morte, je me rends compte que l'essentiel n'est pas quelque chose qui va être décomposé comme on vient de le voir. L'essentiel, en fait, va se réassocier par polymérisation sous forme de grosses molécules complexes qu'on appelle l'humus. L'humus, ayant été un petit peu abordé dans le cours O5, c'est quelque chose qui est important dans le sol, hein. Il a trois grands rôles. Il permet la cohésion du sol, il permet de retenir les cations via les complexes absorbants, il est chargé moins souvent, et il permet aussi d'être une grande réserve d'ions minéraux à libération lente, voire le sol l'année prochaine. Donc on peut faire un bilan finalement sur la matière et l'énergie pour les hétérotrophes, consommateurs et décomposeurs. On voit que l'entrée d'énergie se fait sous forme d'énergie chimique, matière organique morte ou matière organique vivante, et que eux, ils vont transformer en partie cette matière en biomasse, et une autre partie va être restituée au milieu sous forme de matière minéralisée comme CO2 ou NH4+, et aussi de chaleur. Cette figure-là récapitule tout ce qu'on vient de dire. On a donc les entrées et les sorties d'énergie. J'avais pas trop focalisé tout à l'heure, mais les rendements ne sont jamais de 100%. Donc chaque fois qu'il y a du métabolisme, il y a de la chaleur. C'est ce qui est représenté ici. L'énergie qui rentre peut être sous forme lumineuse ou sous forme chimique. Matière organique ingérée égale énergie chimique ici. Et donc là, vous avez tous les flux de matière et d'énergie que l'on voit au niveau de nos trois grands groupes fonctionnels des écosystèmes. Concernant les flux de matière et d'énergie, on a donc à l'instant focalisé sur les trois grands groupes fonctionnels. On a vu qu'il y avait des flux de matière et d'énergie entre ces groupes. Quand on fait les chaînes trophiques, on peut dire exactement la même chose concernant les maillons de ces chaînes. Et au travers des chaînes trophiques, on voit que les éléments passent d'un niveau à un autre sous forme de matière organique et que à chaque niveau, effectivement, il y a minéralisation d'une partie de cette matière organique et donc remise dans l'écosystème de matières minérales qui peuvent être ensuite remis à disposition des producteurs primaires. Là, c'est limité sur cette figure à la matière carbonée ici.
Précédemment, on s'est surtout axé sur les flux au sein de l'écosystème, entre les différents maillons de cet écosystème. Il faut savoir, notamment au niveau des agro-écosystèmes, comme une prairie pâturée ou un champ de maïs dans cet exemple ici, qu'il y a aussi de nombreux flux d'énergie et de matière qui entrent et qui en sortent. Par exemple, au niveau d'un champ de maïs, il y a des flux entrants de matière, qui sont par exemple au niveau de la pluie, mais surtout au niveau des apports de fertilisation par l'homme, qui va apporter de l'engrais, du fumier, du lisier par exemple. Et il peut avoir de la sortie, alors bien sûr par lixiviation, mais surtout, dans le cas d'un agro-écosystème, par l'homme en fait, hein, qui va prélever, qui va faire des récoltes, ou qui va prendre, si c'était une vache, du lait ou de la viande par exemple. Donc il y a des entrées et des sorties à l'échelle de l'écosystème d'énergie et de matière. Pour finir, sur cette sous-partie grand A du grand 3, on peut dire que les écosystèmes, comme les systèmes vivants qu'on avait vus précédemment à plus petite échelle, par exemple à l'échelle de la cellule ou de l'organisme, ce sont des systèmes thermodynamiques ouverts qui vont faire donc des échanges d'énergie et de matière avec leur milieu. Et ces systèmes thermodynamiques ouverts suivent les trois règles classiques de la physique énumérées ici, que je vais faire avec trois couleurs différentes. Donc l'énergie, c'est ce qui est en vert, elle n'est pas créée, elle n'est pas détruite, hein. Elle est transformée ou est transférée, c'est le premier principe de la thermodynamique. La deuxième loi classique, c'est qu'à chaque transfert d'énergie, il y a une certaine quantité d'énergie qui est perdue sous forme de chaleur, donc les rendements ne sont pas de 100%. Et concernant la matière, qui est ici en bleu, cette matière n'est pas créée ni détruite, elle est conservée. Alors à l'échelle de la cellule, on l'avait fait en biologie cellulaire, on a exactement ce qui est raconté ici. Alors pour que ce soit un peu plus concret, on peut prendre des exemples. Les exemples 1 concernent la cellule végétale du parenchyme palisadique, l'exemple 2, la cellule musculaire striée squelettique, de l'énergie rentre, qu'elle soit lumineuse ou chimique. Cette énergie ensuite est transformée sous différentes formes, bien sûr sous forme chimique, mais aussi, on avait vu ça quand on avait fait les delta mu et les couplages mécaniques, elle peut être transformée en gradient de potentiel électrochimique ou en énergie mécanique. Ceci se fait avec un rendement qui n'est pas de 100%, libération de chaleur, et cette énergie, notamment l'énergie chimique, elle peut sortir de la cellule. Par exemple, la cellule parenchyme palisadique va mettre au niveau de la sève élaborée du saccharose, et la cellule musculaire squelettique va rejeter dans le sang l'alanine ou l'acide lactique. Quand je regarde la matière, effectivement, il y a de la matière qui rentre, de la matière qui est transformée, qui est gardée ou qui ressort. Par exemple, je vais faire qu'un exemple ici, le CO2 rentre dans la cellule parenchyme palisadique, elle est transformée en G3P, puis amidon, etc. Et elle peut sortir sous forme de saccharose ou bien sous forme de CO2 ou d'O2, par exemple lors de la respiration ou ici lors de la photosynthèse. À l'échelle de la cellule, ça marche bien. À l'échelle de l'organisme, c'est exactement la même chose. Je reprends tout pareil, sauf que je change cellule en organisme. L'organisme peut être, par exemple, une luzerne ou un criquet. Il y a de l'énergie entrante, effectivement, donc lumineuse ou chimique, par exemple pour le criquet qui va manger de la luzerne. Cette énergie va être transformée sous différentes formes, énergie chimique ou par exemple énergie cinétique avec le déplacement du criquet. De l'énergie va pouvoir sortir de cet organisme-là. Par exemple, l'énergie peut être prélevée par le criquet, ou bien le criquet peut lui-même être prélevé par un oiseau. Et quand je regarde la matière, c'est la même chose. La matière peut rentrer, je prends l'exemple de la luzerne, donc du criquet, je vais prendre donc de la matière rentre, c'est ce qui mange le criquet. Cette matière est transformée, une partie est gardée et une partie ressort sous forme de CO2 ou de biomasse prélevée par un prédateur par exemple. Et je peux faire la même chose à ce qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir un système qui est cette fois-ci l'écosystème. Dans l'écosystème, on vient de voir à l'instant, je vais aller très vite, que de l'énergie peut rentrer, de l'énergie peut être transformée sous différentes formes, de l'énergie peut sortir de l'écosystème, avec par exemple le maïs qui était récolté. Alors c'est de l'énergie chimique, hein, et la matière, je peux faire pareil. De la matière peut rentrer dans l'écosystème, CO2 qui rentre ou l'engrais de tout à l'heure. La matière peut être transformée, gardée dans l'écosystème sous forme de biomasse ou de nécromasse, et de la matière peut sortir de l'écosystème, exemple le lait de la vache. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est cette partie-là, les chaînes trophiques, relations de mangeur à manger. Maintenant, on va toujours faire les relations trophiques et les flux de matière et d'énergie. Par contre, on va essayer de quantifier en fait ces flux de matière et d'énergie, et notamment, on va voir les représentations sous forme de pyramides écologiques. Alors avant de commencer, il faut savoir que quand on va quantifier des choses, on va parfois parler de kilos, de masse quoi, et parfois on va parler de joules. Effectivement, c'est important ça, hein. On peut convertir en fait les kilos en énergie, en joules, selon les documents.
Alors comment on fait pour ça? Eh ben, on regarde en fait, par exemple pour un glucose a une certaine masse, on regarde une fois qu'il est oxydé à 100%, lors de la respiration, on va jusqu'au CO2, on ne peut pas aller plus loin, on a un delta Rg qui est associé. On avait vu dans la respiration qu'une mole de glucose permettait de, entre guillemets, libérer 2871 kJ par mol de glucose. Sachant qu'une mole de glucose, quand je fais la masse molaire, c'est 180 grammes, je peux dire, bah tiens, 1 gramme de glucose, combien il libérait de kilojoules, quoi. Donc je prends ça, je divise par 180 et j'obtiens la correspondance. 1 gramme de glucose, ça équivaut à 16 kJ. Et quand je fais les acides gras, je fais la même chose. J'obtiens qu'un gramme d'acide gras équivaut à 38 kJ. On voit d'ailleurs ce qu'on avait dit à l'époque de B6, à savoir que les acides gras ils sont plus, entre guillemets, énergétiques que les oses. Et donc, eh ben, on va pouvoir utiliser l'un ou l'autre. Par exemple, quand je regarde de l'herbe ici, eh ben, je peux dire j'ai tant de grammes d'herbe, ou je peux traduire ça en kilojoules si j'ai envie. Pareil, la vache, c'est tant de grammes et c'est traduit en kilojoules. Alors comment je fais? Il faut que je regarde un gramme de vache, qu'est-ce qu'il y a dedans un gramme de vache? Il y a du glucose, il y a des acides gras, il y a des protéines. Je fais mes calculs pour tout ça, je fais ma moyenne de ce que j'ai dans un gramme de vache et je fais ma traduction. Par exemple, ici, 1 gramme de vache, c'est 22 kilojoules. Donc je vais pouvoir maintenant utiliser de façon égale soit des masses, soit des énergies. Alors maintenant qu'on a dit ça, on va pouvoir définir des termes qui vont nous être fort utiles, à savoir les termes de biomasse, de production et de productivité. Effectivement, ces termes vont nous permettre de caractériser le fonctionnement d'une chaîne trophique. Alors, qu'est-ce que c'est que la biomasse déjà? La biomasse, c'est la quantité de matière vivante. C'est des grammes ou des kilos ou des tonnes, quoi. Alors, des fois, on fait une biomasse rapportée à une unité de surface. Par exemple, j'ai tant de tonnes par mètre carré de forêt, par exemple. Ça, c'est la définition de biomasse. La production, c'est autre chose. La production, c'est la quantité de matière synthétisée par unité de temps par une biomasse donnée. Donc, ça, c'est par an. C'est tant de tonnes par an, par exemple. Ou, si je me ramène à un mètre carré, c'est tant de tonnes par an par mètre carré de prairie. Alors quand la biomasse concernée, c'est celle des producteurs primaires, on parle de production primaire. Et quand la biomasse concernée, c'est celle des hétérotrophes, les maillons suivants, on parle de production secondaire. Par exemple, concrètement, dans cet exemple qui est ici, production secondaire au niveau de la vache, 95 grammes. Alors déjà, les unités, ça va pas, mais en fait, c'est caché. Là, c'est marqué par an et par mètre carré. Donc, c'est bien une production. Ça veut dire que en une année, dans un mètre carré de cet écosystème-là, il y a production de 95 grammes de vache, sous forme de viande et de lait. Alors concernant la production primaire végétale dans un écosystème, on a vu précédemment, et c'est logique, que la production primaire va dépendre des paramètres abiotiques du milieu, ce qui va expliquer les variations saisonnières. Par exemple, ici, on le voit bien actuellement, où c'est humide en plein mois de mai, la production primaire de la prairie qui est à côté de chez moi, elle est bien plus grande parce que les précipitations sont fortes par rapport à la même saison où les précipitations étaient plus faibles, où la production était plus faible. Donc là, ça dépend des facteurs du biotope, comme vu dans le grand 1. Alors, il y a les précipitations, et puis il y a tout ce qu'on veut. Il y a la quantité d'azote aussi. Là, on voit que plus il y a de l'azote, plus la biomasse va augmenter, et donc la biomasse par année, le coefficient directeur, va être fort. Quand on a des documents au concours qui nous traitent de l'influence d'un certain facteur sur la production végétale, il faut avoir conscience du concept de facteur limitant. Alors qu'est-ce que c'est un facteur limitant? C'est un facteur dont la concentration insuffisante va empêcher la croissance ici d'une espèce végétale, alors que tous les autres facteurs sont favorables. Alors c'est représenté classiquement par un seau. On met de l'eau qui représente la croissance du végétal. Et on voit que même s'il y a beaucoup de phosphate, de potassium, etc., s'il n'y a pas assez d'azote, on a beau mettre de l'eau, de toute façon, la plante, elle ne va pas pouvoir plus pousser, parce que l'azote est le facteur limitant. Par contre, si on met des engrais azotés, la plante va mieux pousser et ce sera peut-être ensuite le phosphate ou le phosphore ici qui sera un facteur limitant. Alors pour augmenter la production primaire, effectivement, les agriculteurs peuvent avoir recours à la fertilisation. Ça veut dire à apporter dans le milieu des éléments favorables au développement des plantes. Alors parmi les fertilisants, on va distinguer deux cas. On va distinguer les engrais, qui sont des apports trophiques, par exemple des nitrates ou du fumier avec du N à l'intérieur. Et on va distinguer aussi les amendements, qui eux ne sont pas des apports trophiques, mais vont améliorer la structure du sol. Par exemple, amendement de chaux, qui va réguler le pH et favoriser la formation de complexes argilo-humiques.
Concernant notre définition de production, il faut savoir qu'on distingue en fait deux sous-types de production, la production brute et la production nette. Alors c'est quoi la production brute? C'est la quantité de matière fabriquée suite à l'assimilation, sans compter celle qui va être perdue par le catabolisme, notamment la respiration. La production nette, elle par contre, c'est la quantité de matière fabriquée réellement, en tenant compte du catabolisme. Autrement dit, la production nette, c'est la production brute moins le catabolisme. Alors voyons voir ceci concrètement sur un exemple concret, l'exemple de la luzerne. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On représente ça comme ceci, ça nous matérialise les pertes et on peut comme ça faire nos calculs de production. Dans l'exemple de la luzerne, j'ai sur les feuilles de la luzerne de l'énergie solaire qui arrive. Cette énergie, une petite partie va être réfléchie, une petite partie va passer à travers la feuille et une partie va vraiment frapper les photosystèmes. C'est ça. Sur cette énergie qui frappe les photosystèmes, alors soit ça frappe directement les chlorophylles du centre réactionnel, soit ça frappe les caroténoïdes par exemple, et par résonance, il y a transfert d'énergie avec des pertes de chaleur, voire le cours sur la photosynthèse, et finalement j'ai que 40 kJ ici qui sont réellement utilisés par les chlorophylles du centre réactionnel. Ensuite, il s'opère la chaîne photosynthétique, il s'opère la synthèse d'ATP, de NADPHH+, et tout ça est donné au cycle de Calvin, et avec le cycle de Calvin, j'obtiens ma matière organique sous forme de G3P. J'ai de la perte entre les deux, bien évidemment, encore une fois, voir le cours sur la photosynthèse. Donc j'ai fait finalement 9 kJ à partir de 100 kJ. Là, ma production brute, alors on dit primaire parce qu'elle concerne un organisme autotrophe, c'est donc de 9 sur 100, 9 unités arbitraires. Et parmi ce G3P qui est formé, il y en a une partie qui va vraiment permettre de faire de la biomasse, et une grande partie va plutôt être utilisée pour faire du catabolisme et de l'ATP en fait, et donc c'est ces 8 kJ. Là, ma production primaire nette, elle est de 1 sur les 100. Donc là, j'ai distingué les deux. Je peux faire la même chose avec le criquet. Le criquet va manger de l'herbe, par exemple 100 kJ. Sur toute cette herbe qu'il mange, il y en a une partie qui va passer son tube digestif et ressortir directement. C'est du non assimilé sous forme d'excréments, notamment toute la cellulose qu'il ne peut pas digérer. Et puis, il y en a une partie qui est assimilée, donc qui va passer dans son intestin, qui va se retrouver dans son sang. Et sur cette partie qui est réellement assimilée, il y en a une partie qui sert vraiment à faire sa biomasse, et une partie qui est perdue par le catabolisme. Là, je peux calculer la production, donc secondaire cette fois-ci, puisque je prends un hétérotrophe ici, brute, 14 sur 100, et puis production secondaire nette, les 5 sur les 100. Donc là, j'ai bien distingué les deux. Enfin, après avoir défini biomasse et production, on peut définir la productivité. La productivité, c'est la production ramenée à la biomasse responsable de cette production. L'unité, c'est donc, j'ai fait tant de grammes par an par gramme. Donc les grammes s'annulent, donc la productivité, c'est par an. Là, vous avez 3 exemples avec les valeurs qui sont ici, où on peut calculer des productions et des productivités. Je vous donne directement les résultats pour vérifier que vous avez bien compris concrètement comment on calcule différentes choses. En plus des productions et des productivités que l'on vient de voir et qui sont très informatifs pour caractériser le fonctionnement de l'écosystème, on peut aussi utiliser ce qu'on appelle le rendement écologique. Ceci va permettre de mesurer les pertes énergétiques entre les différents niveaux trophiques. Alors c'est quoi le rendement écologique concrètement, ou l'efficience écologique? C'est l'efficacité de l'utilisation de l'énergie entre deux niveaux trophiques successifs. Concrètement, c'est la production nette sur la quantité d'énergie ingérée pour cette production. Alors, prenons un exemple, par exemple le criquet. Il ingère 100 kJ d'herbe et grâce à ces 100 kJ d'herbe, il peut faire, en production nette, 5 kJ. Le rendement, c'est donc, il a pris 100 et il a fait 5 avec. Rendement, c'est de 5%. Si je prends la belette, nouvel exemple, la belette, elle ingère donc 100 kJ d'équivalent proie et avec ça, elle arrive à faire 2 kJ de biomasse. Le rendement, c'est donc de 2%. On voit au passage qu'entre le criquet et la belette, criquet herbivore, belette carnivore, que les flèches sont plus ou moins petites. Par exemple, le carnivore, lui, il y a très peu de non assimilés. Il n'y a pas de cellulose en fait dans ses proies. Là, il y a beaucoup de cellulose, donc il y a beaucoup de non assimilés ici. Par contre, la belette, c'est un mammifère, elle est homéotherme. Ça veut dire qu'elle va perdre beaucoup d'énergie en fait pour faire de la chaleur et maintenir sa température. C'est pour ça que cette flèche elle est grosse par rapport à la flèche du criquet qui est hétérotherme. C'est ce qui est représenté ici. Alors en moyenne, quand on fait les rendements écologiques, on passe d'un niveau I à un niveau I plus 1, l'ordre c'est à peu près 10%. On a calculé 5%, 2%, en moyenne c'est à peu près 10%. Alors
C'est ce qui est représenté ici. Par exemple, là, la consommation d'un producteur qui avait 10 000 joules, ça permet donc 10% de faire 1000 joules de criquet. Le criquet étant consommé par le rongeur, ici, ça permet de faire 100 joules de rongeur. Lui étant consommé par un consommateur tertiaire, si je prends un rendement théorique de 10% moyen, ça permet de faire 10 joules de consommateur tertiaire. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a des pertes chaque fois, des pertes significatives, quoi. Et là, ça permet de justifier un peu pourquoi on dit que le régime végétarien est intéressant pour nourrir l'humanité. Effectivement, si je prends donc de l'énergie solaire qui permet de faire du blé et que ce blé, il permet de faire des humains parce que les humains mangent le blé avec un rendement de 10%, ça veut donc dire que 10 tonnes de blé, ça permet de faire une tonne d'humains, si je raisonne avec 10%. Par contre, si les humains, ils mangent de la viande qui, elle, mange les producteurs primaires, eh ben je vois que 10 tonnes, alors ce ne sera pas du blé, ce sera de la luzerne, ça permet de faire 1 tonne de vache, et ça permet de faire du coup 100 kilos d'humains uniquement. Donc on arrive mieux à nourrir effectivement quand les humains ne sont pas loin dans la pyramide, mais le plus proche possible en fait des producteurs primaires qui sont représentés ici. Alors ici c'est pas tout à fait 10% si vous faites le calcul exact, parce que là c'est plus la réalité. Le 10% c'est une moyenne qu'on a classiquement entre les différents niveaux. Alors quand on parle de rendement, on peut aussi parler de rendement pour les producteurs primaires. Par exemple, pour la luzerne qui est ici, on a vu tout à l'heure qu'avec 100 kJ d'énergie solaire, je pouvais à la fin faire 1 kJ d'équivalent biomasse de luzerne. Autrement dit, le rendement écologique par analogie, c'est donc 1 sur 100, c'est 1%. Alors ce rendement de la photosynthèse qu'on vient de calculer est assez surprenant parce qu'on avait dit dans le cours B7 que le rendement de la photosynthèse c'était de l'ordre de 23%. Alors comment ça se fait que c'est différent? Il faut comprendre qu'en fait on ne parle pas du tout de la même chose. À l'époque de B7, ce qu'on avait considéré, c'était que grâce à 72 moles de photons rouges qui tapent les chlorophylles A du centre réactionnel, on pouvait faire une mole de glucose. On avait fait donc ce calcul-là 23%. Alors on peut le retrouver ici. C'est quoi finalement? C'est quoi ces 72 moles de photons rouges? Finalement, c'est toute l'énergie qui arrive à cet endroit-là. Directement sous forme de rouge ou sous forme d'autres longueurs d'onde, mais avec un transfert par résonance, avec des pertes, puisque les longueurs d'onde sont plus petites, et donc tout arrive ici. Et avec ces 40 kJ de lumière équivalent photon rouge, j'arrive donc à faire, parce qu'il y a des pertes du fait de la chaîne photosynthétique et des couplages au cours du cycle de Calvin, il y a des pertes et à la fin j'obtiens 9 kJ équivalent matière organique de G3P ou glucose. Ce 9 sur 40, c'est la même chose que ce 2870 sur 12672. On retrouve la logique du cours B7. À savoir que si on veut, on peut aussi calculer un rendement en brut. Avec ces 100 kJ d'énergie solaire, j'ai réussi à faire, avant de considérer les pertes par catabolisme, 9 kJ de matière organique. Donc le rendement en brut, ce serait 9 sur 100, 9% ici. Alors deuxième remarque maintenant, c'est le cas des symbioses. Alors ça c'est intéressant, le cas des symbioses. Nous on avait vu par exemple dans la vache qu'il avait des symbioses avec plein de micro-organismes qui font tout ce qu'on avait raconté au niveau de la panse en fait. Et qu'ensuite, la vache elle récupérait des acides gras et que la vache elle récupérait aussi les micro-organismes qui sont détruits par la digestion au niveau de l'intestin, un petit peu avant au niveau de la caillette aussi, et ensuite ils sont absorbés. C'était à cet endroit-là de ce cours sur la vache. Alors si on raisonne un peu avec ce qu'on vient de raconter, il y a une petite incohérence, puisqu'on dit chaque fois on perd 10%, quoi. C'est-à-dire que l'herbe qui est ingérée par la vache elle est prise par les bactéries de la panse, les bactéries sont mangées par les ciliés sont mangés par des prédateurs, et la vache, elle récupère des déchets et elle récupère effectivement ces micro-organismes au niveau de l'intestin. Et donc, si on fait en linéaire la chaîne comme ceci, on s'attend à trouver un rendement qui est très petit en fait. Alors concrètement, c'est quoi le rendement? Il suffit de le regarder ici. La vache, elle ingère 13 000 équivalents herbes et grâce à ça, elle fait 2000 de biomasse. Ça veut dire que le rendement, il est de 15%, ce qui est déjà un rendement fort. Et si je fais un rendement théorique en prenant mes chaînes linéaires comme ceci, je m'attends à trouver bien moins. Je m'attends à trouver à peu près une perte de 90%, une perte de 90%, donc un rendement de 1. Et si en plus je prends en compte la chaîne, là je trouve un rendement encore plus petit. Donc en fait ça ne marche pas comme ça au niveau de la symbiose. En fait les symbioses, elles optimisent le transfert d'énergie entre les différents niveaux de trophies et du coup elles vont augmenter le rendement entre les niveaux. Et bon, ça va pouvoir expliquer ce 15%. Alors qu'est-ce qui se passe si je veux faire la symbiose avec mes flèches qui matérialisent les pertes? Alors je vais prendre ce schéma qui est ici et je vais le comparer comme ça avec le criquet pour voir quelles sont les optimisations. Alors la première chose qu'on peut dire déjà, c'est que quand la vache elle va manger de l'herbe, il y a très peu de non assimilés par rapport au criquet. Pourquoi? Parce qu'une grande partie va être prise par les micro-organismes qui par exemple ont les cellulases.
Donc ça, c'est une première différence entre la vache qui a la symbiose et le criquet dans mon exemple. Ensuite, ces micro-organismes, ils vont avoir un catabolisme, et ce catabolisme, il va être très très faible, parce que ces micro-organismes, en fait, ils sont dans un environnement qui est très stable pour eux, ils n'ont pas besoin d'aller chercher la nourriture, ils n'ont pas besoin, comme le criquet, de se déplacer, de perdre de l'énergie avec les organes des sens, par exemple, et du coup, ils ont un catabolisme qui est faible. Ces micro-organismes donc, vont, à partir de cette biomasse ingérée, donc, pouvoir faire leur biomasse à eux, c'est la production nette des micro-organismes, et ils vont rejeter plein de déchets, les acides gras, fameux acides gras volatiles. Et la vache, elle va récupérer ces déchets-là pour faire sa biomasse. Et en plus, elle récupère la biomasse produite par les micro-organismes. Donc là, ce que l'on a ici, c'est un catabolisme très très faible et un recyclage des déchets. Et la vache, elle va prendre tout ça. Il y a très très peu d'en non assimilés, puisque finalement, la vache, elle peut tout prendre des acides gras et les constituants des micro-organismes. Il n'y en a que quelques-uns, comme encore des polymères de cellulose qui restent, par exemple, ou des éventuels résidus de parois bactériennes qu'elle ne va pas prendre. Donc là, j'ai très peu de non assimilés. Et le recyclage dont j'ai parlé. Alors, il y a quand même un catabolisme qui est dû à l'homéothermie, la vache elle est homéotherme. Par contre, la vache, c'est vrai que par rapport au criquet, elle a une vie qui est bien plus calme en fait, et donc son énergie perdue par le catabolisme reste faible malgré l'homéothermie, encore une fois. Et du coup, quand je fais tout ça, j'arrive à expliquer pourquoi avec 100 kJ d'herbe, je peux malgré tous ces intermédiaires faire 15 kJ de vache, alors que je peux faire que 5 kJ de criquet, c'est marqué ici. Troisième remarque, les rendements qu'on calcule, en fait, ils varient beaucoup selon l'âge des individus. Par exemple, chez nous, chez l'homme adulte, le rendement, c'est si l'homme adulte y mange et il ne prend pas de poids, le rendement, c'est 0%. Donc les rendements qu'on a pris précédemment, ça concernait des individus qui sont en croissance. Et dernière remarque, c'est ce qui est ici, ça concerne les documents. En fait, les rendements, on peut les calculer de plein de façons différentes. Il faut juste savoir de quoi on parle. Donc là, il y a différentes significations de rendement. Par exemple, le rendement d'exploitation, c'est quoi? C'est donc ce qui est ingéré sur ce qui avait la production du niveau inférieur. Par exemple, là, on peut faire les calculs. Je vous laisse vérifier la cohérence. On peut faire des rendements d'assimilation. C'est tout ce qu'on assimile par rapport à ce qu'on a ingéré. Là, on peut aussi faire nos calculs pour vérifier. Ce qu'on appelle le rendement de production nette, c'est donc ce qu'on a réussi à produire par rapport à ce qu'on a assimilé. C'est ce qui est ici. Le rendement de production brute, finalement, c'est notre rendement écologique qu'on a défini tout à l'heure. C'est combien on a produit par rapport à ce qu'on a ingéré. Donc nous, on avait appelé ça le rendement écologique. Et eux, dans ce document, ils appellent ça le rendement de production brute. Ce qu'ils appellent le rendement écologique, c'est la production du niveau N sur la production du niveau N-1. Ce qui est bien plus simple à calculer d'ailleurs, voir ce qu'on fera tout à l'heure sur les pyramides. Donc là, eux, ce qu'ils appellent le rendement écologique, on peut le calculer. Je vous donne ici les réponses pour vérifier ceci. Donc, il faut faire attention, en fait, dans la définition de rendement écologique, il y en a deux de définitions, celle que je vous ai donnée et celle-ci, qui est aussi très très utilisée. Donc finalement, en bilan, on peut dire que le long d'une chaîne trophique, de l'énergie est perdue. Il y a une grande portion de l'énergie ingérée qui ne sert pas à l'élaboration de la biomasse. Alors on représente ça comme ça, avec chaque fois des pertes, des pertes, des pertes jusqu'à la biomasse. Alors prenons finalement ce qu'on vient de dire en résumé. Donc il y a de la lumière qui arrive sur les feuilles. Là, ça concerne un producteur primaire. Sur l'ensemble de cette lumière qui arrive, il y en a une partie qui n'est pas utilisée. C'est celle qui est réfléchie ou transmise. Il y en a une partie qui va frapper les photosystèmes. Sur celle qui frappe les photosystèmes, il y en a une partie qui est perdue par résonance. Il y en a une partie qui est perdue ensuite pendant tout ce qui se passe avant la production de G3P. Et enfin, on fait du G3P. C'est la production primaire brute. Et ensuite, ce G3P, il est utilisé pour faire de l'ATP, et donc il y a une perte sous forme du catabolisme, et une partie qui sert à faire la vraie biomasse du végétal, c'est la production primaire nette ici. Et ce végétal qui est ici, il peut être mangé par un consommateur, par exemple le criquet. Alors, elle n'est pas toute mangée, cette biomasse. Elle n'est pas toute ingérée, en fait. Il y a une partie qui n'est pas ingérée, qui n'est pas utilisée, et il y a une partie qui est mangée. Celle qui est mangée, il y a une partie qui va être non assimilée, rejetée directement au niveau des excréments, et une partie qui va être assimilée. Ça, c'est la production secondaire brute. Et cette partie assimilée, une partie va servir au catabolisme, une partie va servir à la biomasse. Et on peut continuer comme ça pour des consommateurs de niveau ultérieur. Le rendement écologique est défini ici donc par, alors ça dépend de notre comment on l'a défini nous, donc soit c'est ça sur ce qui est ingéré, soit c'était la définition juste avant, cette production secondaire nette sur la production primaire nette du niveau précédent.
Passons maintenant, qu'on a défini les rendements, à la représentation de l'importance et de l'efficacité de chaque niveau trophique par ce qu'on appelle les pyramides écologiques. Alors les pyramides écologiques, il y en a différents types, selon les variables que l'on prend en compte. En la représentation, donc vous avez vu, il y a des espèces de rectangles à l'horizontale comme ça. Alors chaque niveau trophique est modélisé par cette barre horizontale. Les barres sont les unes sur les autres, centrées, hein, et la chaîne trophique, elle va du bas vers le haut. La barre est proportionnelle à ce qui nous intéresse. Alors il y a les pyramides de nombre, où là, ce qu'on considère, c'est le nombre d'individus, par exemple le nombre de poissées. Il y a les pyramides de biomasse, où ce qu'on considère, donc, ce sont des masses, des tonnes, des kilos, des poissées, des criquets, de la musaraigne. Et il y a, les plus importantes pour nous, les pyramides de production, où là, chaque niveau est représenté par sa production, en tonnes par an, ou en tonnes par an, par mètre carré, hein, pourquoi pas, ou en joules, équivalent joules, hein. Dans ce cas, on parle de pyramide de production ou de pyramide des énergies. C'est celles qui sont les plus utilisées. Effectivement, les pyramides de production vont permettre de visualiser en fait les rendements écologiques et donc l'efficacité des différents niveaux trophiques. Alors, prenons un exemple de lecture, prenons cet exemple ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce que l'on voit, c'est que la vache, donc, elle a accès à 12 000 kJ de champ, elle en ingère 3 000 pour faire 210 biomasse pour elle, quoi. Comment on représente ça? Alors si je prends les productions, j'ai donc là une production de 12 000 et là une production de 210. 12 210. Ça, c'est grâce à de l'énergie solaire que je représente ici. Si je prends un exemple où j'ai une race normande par rapport à celle-ci et j'ai une prairie qui est semée, les chiffres changent. Je peux refaire une pyramide. Et visuellement, je vois qu'effectivement là, ça me semble, pour une même base, j'ai plus de vaches. Donc là, c'est plus intéressant. On le voit bien, là, c'est 950 au lieu de 210. Je peux calculer mes rendements. Alors, selon les définitions de rendement, soit CL, soit CL. Et donc, j'obtiens les chiffres suivants. Par exemple, je vais juste en faire un. Le rendement donc à cet endroit-là, c'est quoi? Si je prends PN sur I, j'ai ingéré 6000 et grâce à ça, j'ai fait 950. Je trouve un rendement d'à peu près 16%. Voici donc ce qu'on peut dire sur le grand 3, qui était une grosse partie sur les relations trophiques à l'origine des flux de matière et d'énergie au sein des écosystèmes. Passons à notre dernière partie concernant la dynamique des écosystèmes. On va voir que les écosystèmes évoluent naturellement, c'est la notion de succession écologique, et on va voir que les perturbations écologiques peuvent faire évoluer les écosystèmes. Commençons par la première sous-partie. La première chose que l'on peut dire ici, c'est que les écosystèmes évoluent naturellement. C'est ce qu'on appelle la notion de succession écologique. Alors prenons un exemple concret avec une prairie pâturée qui cesse d'être pâturée et on va suivre son évolution. Donc très rapidement, en un an ou deux, on va se rendre compte que ça va rester une prairie, mais que les végétaux déjà vont changer. Effectivement, les espèces qui n'étaient pas compétitives en présence des vaches, parce que par exemple elles étaient piétinées et que du coup elles ne pouvaient pas pousser, maintenant donc vont pouvoir pousser, les espèces vont se remplacer. Ça c'est le stade juvénile. Puis très rapidement, vous avez vu, au bout de 7 ans à peu près, le milieu va se fermer progressivement. Il y a développement de ronces, développement de genêts par exemple, et la mise en place d'une strate arbustive, avec les consommateurs associés. Ça, c'est le stade arbustif. Puis après, petit à petit, des arbres vont commencer à apparaître. Alors d'abord des chênes, souvent, qui germent plutôt à la lumière, qui sont héliophiles, puis ensuite des hêtres, qui sera le stade final qu'on appelle le stade climatique. Alors on peut généraliser. Là, ce qu'on vient de voir, c'est une succession écologique. Ça veut dire une évolution naturelle d'un écosystème qui est caractérisé par le remplacement progressif des espèces au cours du temps. Une succession écologique, ça peut partir d'un stade pionnier, sans rien, ce qui n'était pas le cas ici, puisque là je partais d'une prairie, et puis donc ça va évoluer jusqu'à un stade qu'on appelle le stade final, qui s'appelle le stade climatique. Alors si moi je veux faire une succession en partant du stade pionnier, je le peux. Par exemple, ici, je prends un chemin qui vient d'être fait il y a quelques années, et ce que je vois, c'est qu'à partir de ce chemin où il n'y a absolument pas de sol, j'ai à certains endroits donc apparition de végétaux, avec plutôt de la mousse, plutôt des plantes en rosette, plutôt style pissenlit quoi. Puis petit à petit, du trèfle va s'installer avec des poissées. Bref, à terme, je vais avoir une prairie. Et si je laisse faire, la prairie va être colonisée par des ronces, puis à terme colonisée par des chênes qui vont commencer à germer, etc. Jusqu'au stade climatique au bout d'une centaine d'années à peu près. Alors je suis parti ici d'un chemin vierge, je pourrais partir d'un terrain libéré par un glacier, je pourrais partir d'une coulée de lave qui vient de solidifier. Alors quand je pars donc de quelque chose qui est vierge, qui n'a pas de sol, je parle de succession primaire. Quand je pars d'un terrain qui avait déjà accueilli des végétaux,
qui a déjà un sol, je parle de succession secondaire. Par exemple, après un surpâturage ou après un incendie. Alors une succession écologique, ça dure, selon les cas, de quelques dizaines à quelques centaines d'années en moyenne. Ça dépend où on est en fait. Alors ce qu'on constate au cours d'une succession écologique, qui est représentée ici au cours du temps, on constate une évolution caractéristique des différents paramètres. Alors en général, c'est vraiment en général, voire les exercices, on constate que la biomasse augmente au cours de la succession écologique, que la richesse spécifique augmente aussi, c'est en général, que les relations entre organismes, les chaînes trophiques notamment, vont se diversifier, et que je commence par des espèces plutôt R, ça c'est tout à fait logique, des espèces pionnières colonisatrices, et à la fin j'obtiens des espèces plutôt grand K qui sont très compétitives. Le stade final, c'est ce qu'on appelle le stade climatique. Et ce stade climatique qui est chez nous une forêt, je l'ai dit tout à l'heure, de hêtres, voire de chênes selon où on est, ça c'est en France. C'est ce qu'on appelle le stade climatique forêt tempérée caducifoliée. Par contre, selon les endroits où on est, le stade climatique est différent. C'est d'ailleurs l'occasion de rappeler ce qu'on avait dit dans le cours BG1 quand on parlait des biomes, c'était exactement ça, hein. Et les stades climatiques, quand on parle des biomes, ce sont les stades climatiques représentés par ces différents termes qui sont présents ici en bas. Petite remarque concernant le stade climatique, ou le climax, qui est le stade final. En fait, on ne dit pas qu'il est stable, on dit qu'il est métastable. Alors pourquoi on dit ça? Parce que ce stade, il est en équilibre dynamique, ça veut dire que l'écosystème, il n'est pas figé. Il continue à évoluer suite aux perturbations, suite au cycle biologique des espèces qui le composent. C'est ce qui est un peu représenté sous la forme de ce graphique-là, par rapport à un stade stable qui serait plutôt une horizontale. Alors prenons un exemple pour qu'on comprenne ce qui se passe. Prenons par exemple une forêt. Alors dans une forêt, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Quand les arbres, donc, ils vont pousser, c'est ce qu'on appelle la phase initiale, les arbres, ils vont donc bien se développer, la phase optimale, puis il y en a certains qui vont commencer à mourir, puis il y en a beaucoup qui vont mourir, et puis là, les graines vont pouvoir maintenant avoir accès à la lumière et pousser, ça va être le rajeunissement de la forêt. Bon, ça, c'est le cycle d'une forêt classique. Mais dans une forêt, souvent, ça dépend comment elle est gérée, hein, on peut avoir donc dans une même forêt ces différents stades à différents endroits. Et puis ça peut être même dû suite aux perturbations. Imaginons qu'à un certain endroit, je sais pas, il y a eu la foudre qui a fait un petit incendie à cet endroit-là. Ben bien sûr qu'on va redémarrer dans une phase initiale et refaire ceci. Et si à un autre endroit, ça n'a pas eu lieu, on est peut-être dans une phase terminale. Donc tout ça peut coexister dans une même forêt, cette forêt qui est ici. Et donc c'est un état métastable en constant dynamisme, en fait. Alors là, ce qu'on a vu, c'était dire qu'il y a des successions écologiques et que c'était surtout un phénomène naturel. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi, comment on peut expliquer cette dynamique de la biocénose lors d'une succession écologique. Et en fait, on va l'expliquer par deux grands phénomènes, qui sont la facilitation écologique et la compétition interspécifique. Le premier mécanisme qui explique pourquoi il y a des successions écologiques est la facilitation écologique. À savoir bien son nom, la facilitation écologique, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de favoriser l'installation d'autres espèces en modifiant les caractéristiques abiotiques de l'écosystème. Alors prenons un exemple ici d'un joint qui est entre deux pavés de granit d'une bordure, peu importe. Ce joint, avant, il était tout propre. Et qu'est-ce qui s'est passé au cours du temps? Des bactéries ont commencé à s'installer avec des lichens. Tout ceci a permis une certaine retention d'eau qui a un petit peu accéléré l'altération chimique du joint en question. Puis des mousses sont arrivées avec leurs petites rhizoïdes. Elles ont commencé à se mettre. D'ailleurs, là, on les voit, les mousses. Ensuite, quand ces mousses meurent, finalement, la matière organique reste sur place. Ça fait un mini-sol, on peut dire ça comme ça. Ce mini-sol, ensuite, peut être colonisé par des graines, par exemple, de trèfle. On les voit ici, les trèfles, hein, qui vont commencer à s'installer ici. Ces trèfles, avec rhizobium, vont pouvoir fixer du N2. Ça va enrichir cette zone-là en azote. Et ensuite, des graines de poissées vont pouvoir arriver parce qu'il leur faut de l'azote pour pousser, il n'y en avait pas au début. Bon, qu'est-ce qu'on voit en ce moment? On voit que l'installation de bactéries de lichen, puis de mousse, puis de fabacées, finalement, ça crée les conditions pour que les espèces qui viennent après puissent s'installer. Donc, il y a une facilitation par les espèces d'avant pour l'installation des espèces nouvelles. On peut faire exactement la même chose ici. Donc à l'époque, là, il n'y avait que des graviers. Sur ce gravier, finalement, quelques espèces ont commencé à s'installer. Du trèfle est arrivé. Ça, on le voit, hein, il suffit de suivre ce qui se passe au cours du temps. Si on fait rien, quoi. Un mini-sol commence à se créer. Et puis des pissenlits arrivent. Et puis ensuite, d'autres
poissés vont pouvoir arriver, le sol devient de plus en plus épais, et quand on attend une dizaine d'années, on se rend compte que tout ça c'est colonisé par de l'herbe, comme la prairie qui est derrière, avec un sol qui s'est formé au cours du temps. Alors toute la formation du sol est à voir l'année prochaine dans le cours Le Sol. Donc là ce qu'on voit c'est que la facilitation écologique permet donc l'installation d'espèces successivement. Le deuxième mécanisme expliquant la succession écologique, c'est la compétition interspécifique. Alors par exemple, si je prends la succession qu'on connaît depuis tout à l'heure, qu'est-ce qui va se passer quand on arrive à ce moment-là? Il va se passer qu'en milieu assez ouvert, ça veut dire juste avant le stade climatique, le chêne, qui nécessite finalement de la lumière pour pousser, il est plus compétitif que le hêtre, parce qu'il pousse plus vite en fait. Et c'est lui donc qui va pousser. Et une fois que la strate arborescente elle est bien développée, le hêtre va à son tour devenir plus compétitif parce que lui, il peut pousser à l'ombre, alors que le chêne non. Et du coup, il va être remplacé par un hêtre. Donc ça, c'est un bon exemple qui nous montre le rôle de la compétition interspécifique. Dans mon exemple du chemin de tout à l'heure, c'est la même chose. Au stade pionnier, les petites plantes en rosette qui font des fleurs rapidement, elles sont bien plus compétitives en fait que les luzernes ou les poissées par exemple. Et au fur et à mesure de la succession, ça ne va plus être le cas et justement ces plantes en rosette vont être remplacées par les poissées et les luzernes qui auront plus facilement accès à la lumière que les plantes en rosette qui ont des feuilles à ras du sol, quoi. Petite remarque sur la compétition, on peut faire intervenir l'effet Johnson-Connell qu'on a vu au début de ce cours. Alors là, j'ai un bon exemple où je suis au niveau d'une plage nue avec des dunes de sable, la mer est ici, et au cours du temps, ça c'est le temps qui s'écoule, qu'est-ce que je vais constater? Je vais constater que déjà des zoyas vont pouvoir s'installer, c'est un petit peu le stade primaire de la succession écologique. Une fois que les zoyas sont installés, en fait, c'était les plus compétitifs, des pathogènes, des parasites, etc. spécifiques des zoyas vont pouvoir donc être attirés par les zoyas et venir dans la zone. Et les zoyas, du coup, vont perdre de la compétitivité par rapport aux fétuques. Ils vont être remplacés par les fétuques. Mais du coup, les fétuques, à leur tour, vont attirer des pathogènes spécifiques des fétuques, qui sont ici en bleu, qui vont diminuer la fitness des fétuques. Les fétuques vont devenir moins compétitifs que les carex, qui vont venir remplacer les fétuques, etc., jusqu'à la zone chien-dent. Donc ça nous montre que les espèces, au cours du temps, elles peuvent devenir moins compétitives suite à l'effet Johnson-Connell vu précédemment. On peut faire ici, sur cette figure, le bilan des deux mécanismes qui expliquent les successions écologiques, à savoir la facilitation et la compétition interspécifique. Alors en bleu, la facilitation, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que, par exemple, les mousses, les lichens, ça permet de décomposer la roche-mère et de former un sol tout à fait restreint, mais un début de sol. On voit que, par exemple, les fabacées, en prenant du N2 via la symbiose, permettent donc de mettre du N dans l'écosystème en formation et dans la nécromasse, ce qui libérera du NO3-, ce qui va enrichir le sol en azote, ce qui va favoriser l'installation, par exemple, des poissées qui ont besoin d'un sol riche en azote. Et on voit aussi par exemple que les arbustes ici, ou les lichens ou les poissées, peu importe, donc permettent l'altération de la roche-mère, d'où un épaississement du sol. Tout ça, ça favorise l'installation des espèces qui arrivent après. Par exemple des chênes qui ont besoin d'un sol qui est déjà assez épais, quoi. Donc ça, c'est la facilitation écologique. Et là, ce qui est représenté maintenant en violet, c'est la compétition. Donc nous, on a vu juste l'exemple de la compétition pour la lumière, qui permet d'expliquer pourquoi, après les chênes, on obtient les êtres. Donc voilà pour cette première sous-partie concernant la dynamique des écosystèmes. Passons à la deuxième sous-partie, à savoir que des perturbations écologiques peuvent faire évoluer la structure et le fonctionnement des écosystèmes. Pour l'instant, on a parlé de l'évolution naturelle des écosystèmes avec les successions écologiques. Maintenant, on va voir que des perturbations vont pouvoir faire évoluer en fait la structure et le fonctionnement des écosystèmes. Alors, c'est quoi une perturbation en écologie par définition? C'est un événement qui va causer une détérioration de l'écosystème, ce qui va notamment se traduire par une baisse de sa biodiversité. Les perturbations écologiques peuvent être provoquées par modification de facteurs abiotiques ou de facteurs biotiques. Alors prenons l'exemple de perturbations provoquées par une modification de facteurs biotiques. Dans cet exemple ici, l'ajout de vaches dans une prairie qui était bien gérée précédemment conduit à un surpâturage. Ça, c'est une perturbation qui va se répercuter sur l'ensemble de l'écosystème. Par exemple, si je regarde la richesse spécifique, donc là, il n'y avait pas de vaches, là, il y a des vaches, c'est ce qui est en X. Il y avait une certaine richesse spécifique. Et en rajoutant encore des vaches, je crée une perturbation qui va ici me faire diminuer la richesse spécifique, ce qui était inclus dans la définition de perturbation. Alors quand je vais dans le détail, en fait, la perturbation peut être néfaste ou bénéfique selon les espèces. Par exemple, les dactyles, lors d'un surpâturage, vont être bien plus favorisés parce qu'ils vont devenir plus compétitifs, parce qu'ils aiment bien les bousses de vache, parce qu'ils résistent bien au piétinement par rapport à d'autres espèces qui, au contraire, sont défavorisées par le surpâturage. Quand je vais étudier les espèces animales,
L'effet du surpâturage est aussi visible. Par exemple, quand je regarde l'abondance de nids d'oiseaux qui pondent au niveau du sol, comme les canards ou comme le râle du genêt proche d'Angers, je me rends compte qu'effectivement un surpâturage, en enlevant de la végétation, rend finalement est très défavorable pour les oiseaux en question qui ont des nids qui maintenant, par exemple, sont visibles pour les prédateurs par rapport au cas où il y avait encore une prairie avec des herbes assez hautes. Autre exemple de perturbation due à des facteurs biotiques, c'est l'arrivée d'espèces qu'on appelle invasives dans un milieu. Par exemple, la Jussie ou par exemple le solidage géant qui est représenté ici. Alors une espèce invasive, une espèce envahissante, alors pourquoi elle est comme ça? Parce qu'elle se reproduit très très vite, que ce soit d'une façon sexuée ou asexuée, parce que souvent elle n'est pas mangée par les animaux, elle n'est pas attaquée, du coup elle est bien plus compétitive que les autres, et aussi c'est le cas de cet exemple-là, il y a de l'allélopathie qui est possible, qui va faire que les autres espèces vont être inhibées en fait. Et du coup, cette espèce, une fois qu'elle arrive dans le milieu, elle va s'étendre, elle va donc être compétitive par rapport aux autres, elle va occuper l'essentiel en fait de l'espace et du coup cette perturbation effectivement a un effet négatif sur la richesse spécifique et sur la présence des autres espèces. Dernier exemple de perturbation par modification de facteurs biotiques, c'est l'exemple de l'arrivée de pathogènes ou de parasites dans un milieu où ils n'étaient pas présents préalablement. Et du coup, le pathogène a maintenant accès à des espèces qui ne sont pas du tout résistantes à lui puisqu'il ne l'avait jamais rencontré, ce qui entraîne une très forte mortalité. C'est par exemple le cas pour la graphiose de l'homme, c'est un exemple, et de plein de maladies de végétaux, où l'homme, en faisant le commerce, va amener à un endroit donné donc un parasite qui va attaquer tous les végétaux qui ne sont pas du tout sélectionnés pour y résister. Et là, ça entraîne effectivement une grande détérioration de l'écosystème. Les perturbations peuvent aussi être provoquées par modification de facteurs abiotiques cette fois-ci. Alors on peut prendre cet exemple de l'eutrophisation des lacs suite à un apport de phosphate dans le lac en question. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça c'est le lac de base qui s'appelle oligotrophe, avec donc quelques végétaux ici, des échanges d'O2 qui se font avec l'air, et puis les végétaux font la photosynthèse, donc finalement il y a pas mal de dioxygène sur une couche assez importante, la lumière pénètre bien. En dessous, on a quelques poissons qui vivent, qui consomment le dioxygène, mais comme le dioxygène y pénètre assez profondément, ils ont quand même accès. Bref, ça c'est le stade quand il n'y a pas trop de phosphate. Si des phosphates arrivent dans le lac, les phosphates c'est un petit peu le facteur limitant au développement des algues, les algues vont énormément se développer, quitte à même recouvrir tout l'espace qui est ici. Du coup, la lumière va arrêter de pénétrer et du coup, les algues vont vraiment être en surface, en très très grande quantité et peu en profondeur. Du coup, en profondeur, comme il n'y a pas de végétaux, il n'y a pas de photosynthèse, et il n'y a que des êtres vivants qui consomment du dioxygène, qui font la respiration, et la quantité d'O2 va effectivement diminuer pas mal. Et même en profondeur, où il y a la décomposition qui nécessite souvent la décomposition du dioxygène pour faire matière organique dans matière minérale, s'il n'y a pas assez d'O2, la décomposition ne peut pas bien se faire. Et du coup, la matière organique qui tombe va venir s'accumuler au fond du lac, quitte à terme à remplir le lac. Et là, c'est ce qu'on appelle le stade eutrophe. Le lac va bientôt s'assécher, accumulation de matière organique, et quand on mesure la quantité de l'oxygène, donc énormément sur une toute petite tranche de surface, car bourré de végétaux autotrophes, et en dessous, très très peu de dioxygène. D'où d'ailleurs le changement des populations. Truites, saumons, ça aime bien le dioxygène, et puis les cyprinidés, c'est exactement l'inverse. Les perturbations, on peut aussi dire qu'elles peuvent être selon les cas naturels ou d'origine humaine. Par exemple, les rejets de phosphate, c'est souvent suite à une activité humaine. Un surpâturage ou l'arrivée d'espèces invasives, c'est pareil. Par contre, il y a plein de perturbations qui sont d'origine naturelle, par exemple des inondations, des tempêtes, des incendies suite à un orage. Et les perturbations, enfin, quand on les décrit, on les caractérise par leur intensité et leur fréquence. Par exemple, au niveau du lycée, il y a des inondations, c'est assez fréquent. Tous les hivers, en fait, il y a des inondations. Par contre, l'intensité de l'inondation est assez moyenne par rapport à une éruption volcanique qui a lieu à une fréquence bien plus petite, par exemple le Vésuve en Italie, mais avec une intensité très très forte quand elle a lieu. Alors, petite remarque quand même assez importante, c'est que les perturbations, quand on les a définies, on a sous-entendu qu'elles étaient néfastes. Alors, il y a des bémols à ceci. Parfois, des perturbations d'intensité intermédiaire peuvent être bénéfiques. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse des perturbations de niveau intermédiaire, qui dit que les perturbations qui sont modérées, en fait, elles peuvent créer des conditions qui favorisent une plus grande diversité, notamment via l'installation d'espèces qui sont peu compétitives quand il n'y a pas de perturbation. C'est ce qui est représenté ici. Ça, c'est finalement le gradient de perturbation que l'on met ici, et ça c'est le nombre d'espèces. Là ça a été fait dans cet exemple précis sur des invertébrés qui occupent une rivière. Donc quand il y a très très peu d'inondations, la perturbation ici c'est l'inondation. On a un certain nombre d'espèces, et quand il y a quelques inondations en fait, mais pas trop, avec une intensité assez faible, on se rend compte que le nombre de taxons est plus grand.
Pourquoi? Parce qu'en fait, quand il y a quelques inondations, ça crée de nouveaux habitats qui sont transitoires pour les espèces qui normalement sont peu compétitives en l'absence d'inondation. Et du coup, ça fait que la diversité et la richesse spécifique peut augmenter. Et quand les inondations deviennent très fréquentes, avec de grandes intensités, dans ce cas, le seuil de tolérance est souvent dépassé pour certaines espèces qui ne peuvent plus réaliser leur cycle vital, et du coup elles ne peuvent pas vivre, et du coup il y a moins d'espèces à la fin. Donc là on voit que une petite perturbation, c'est quand même mieux en termes de diversité, en termes de richesse, que s'il y avait beaucoup de perturbations ou aucune perturbation, dans le cas d'une inondation, illustrée ici. Deuxième bémol, c'est que de nombreuses perturbations naturelles sont nécessaires en fait au maintien des écosystèmes et donc à leur diversité spécifique. Par exemple, dans ce parc naturel de Yellowstone, où il n'y avait que des arbres, la perturbation incendie qui a eu lieu ici a permis finalement l'installation de végétaux qu'il n'y avait pas avant. C'est-à-dire que la diversité ici, suite à l'incendie, pas tout de suite après, mais une fois que l'incendie est passé et qu'il y a eu les germinations, ici c'est plus variable, plus diverse, la diversité elle est plus grande écologique qu'à l'époque où il n'y avait que des arbres. Donc là ça nous montre un exemple où la perturbation finalement elle augmente la diversité par rapport à ce qu'on avait dit dans l'introduction de la définition. Concernant les incendies, c'est intéressant les incendies, parce que là on a aussi des exemples qui nous montrent que les incendies sont même nécessaires des fois au maintien de l'écosystème. Par exemple ici, on a donc des cônes de pin tordu qui sont recouverts d'une résine qui empêche finalement l'ouverture des cônes et la libération des graines. Et quand il y a un incendie, en fait, le feu va venir donc détruire la petite pellicule et ça va permettre finalement l'ouverture des cônes et donc la libération des graines. C'est-à-dire que là, le feu, il est nécessaire à l'ouverture du cône et donc à la libération des graines et donc à la reproduction. Dans les forêts où il y a des séquoias, par exemple à Yosemite ou à Sequoia Park aux USA, en Californie, ce que l'on voit, c'est pareil. C'est que le feu, alors même si pour les touristes, il n'est pas terrible, mais le feu, il est nécessaire, ça permet d'ouvrir le milieu et ça permet la germination de graines de séquoia qui nécessitent l'accès à la lumière. Quand il n'y a pas eu de feu, les séquoias en fait bloquent l'accès à la lumière et les germinations se font à très très faible efficacité en fait. Et les cystes, dans les maquis et les garrigues de la zone méditerranéenne française, sont bien connus pour avoir donc des graines qui n'arrivent pas à germer, sauf quand la dormance est levée, et ça se fait à très haute température, notamment suite à un incendie. Alors maintenant qu'on a défini les perturbations, on peut dire que la réponse d'un écosystème face à une perturbation va caractériser ce qu'on appelle sa résistance et sa résilience. Alors effectivement, selon les écosystèmes, la réponse elle va varier. Un écosystème, il est dit résistant, c'est ce qui est marqué ici, quand sa structure et son fonctionnement sont peu affectés par la perturbation. Par exemple, je vous donne un exemple, une forêt de chêne liège. Le chêne liège, intrinsèquement, il résiste très bien au feu par rapport au pin. Et du coup, quand il y a un incendie, le chêne liège, il n'est pas affecté. Son liège, en fait, est une protection thermique. Et il ne va pas mourir et du coup, il va résister, on dit, à la perturbation incendie. Et puis des fois, les écosystèmes, ils résistent bien tout simplement parce qu'il y a tellement d'espèces et que les espèces sont redondantes, qui fait que par exemple, imaginons que suite à une perturbation, une espèce X disparaisse et qu'il y a une espèce Y qui ait son même rôle dans la chaîne trophique, par exemple elle sert de nourriture au même prédateur, et la disparition de l'espèce X ne va pas impacter finalement la chaîne trophique et les prédateurs seront toujours là. L'écosystème il va résister. Quand on parle de résilience, c'est autre chose. Un écosystème il est dit résilient quand suite à une perturbation, il va retrouver rapidement sa structure d'origine via une succession écologique. Par exemple, après un incendie de pins d'Alep, ceux-ci vont repousser très rapidement parce que les graines elles résistent bien au feu. Donc finalement sur ce graphique, parce que souvent on confond ces deux termes, on peut mettre ces deux termes. Donc ça nous décrit la richesse spécifique, ça décrit l'écosystème, et ça c'est le temps. Dans cet exemple d'un écosystème qui a une diversité importante et des réseaux d'interaction complexes, suite à une perturbation, on voit que l'écosystème, par exemple, sa richesse spécifique va diminuer, mais pas beaucoup finalement, et il va mettre très peu de temps à retrouver son fonctionnement normal. Par contre, si je prends cet écosystème-là où il y a peu d'interactions avec une faible biodiversité, la même perturbation, elle peut affecter vraiment bien plus l'écosystème, il va moins bien résister en fait, et il va mettre plus de temps à retrouver son fonctionnement normal. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'en Y, je vais lire la résistance, et qu'en X, je vais lire la résilience. Et l'idée associée que l'on voit ici, c'est qu'en règle générale, les écosystèmes qui présentent une diversité importante, un réseau complexe d'interactions, sont plus résistants et plus résilients face aux perturbations. En conclusion de cet énorme cours, on peut présenter ici rapidement la carte mentale de ce qu'on a vu. Donc on a vu dans le grand 1 que l'écosystème possédait une structure avec
un biotope et une biocénose. Biotope étant donc défini par différents paramètres. La biocénose, on a vu qu'il y avait des groupes fonctionnels, qu'il y avait des espèces clés de voûte, des espèces ingénieurs. On a vu qu'il y avait une diversité qui se mesurait par des indices, comme la richesse spécifique ou l'indice de Shannon. Cette biocénose, ce biotope s'influencent et sont à l'origine d'une distribution spatiale des paramètres du biotope et de la biocénose. Dans le grand 2, on a vu le fonctionnement des écosystèmes. Le grand 3 aussi, où c'était particulièrement axé sur les chaînes trophiques. Qu'est-ce qu'on a vu dans ce grand 2? On a vu le concept de niche écologique, le fait qu'il y ait plein de relations entre les différentes espèces, donc plutôt positives ou plutôt négatives, ce qui impactait la fitness des individus, et que dans le cas d'une compétition, qui est un cas particulier, ça entraînait un déplacement de niche écologique. Et on a vu aussi l'effet Johnson-Connell pour la compétition. Et tout ceci, c'était notre schéma bilan du grand 2, qui est le gros schéma qui récapitule ce qu'on a vu ici, c'est que tout ceci permettait d'expliquer l'occupation par les êtres vivants du milieu, hein, et donc la structure de l'écosystème. Dans le grand 3, on a parlé surtout donc de la relation mangeur à manger, des chaînes trophiques. On a zoomé sur les différents groupes fonctionnels pour faire un petit peu de biologie sur comment ils faisaient la décomposition, par exemple, comment ils faisaient rentrer le carbone minéral sous forme de carbone organique. Et ensuite, on a quantifié les choses de cette façon-là, qui matérialise les pertes d'énergie entre les niveaux trophiques, et de cette façon-là, ce qui permettait aussi de voir les différents rendements, par exemple. Et enfin, dans le grand 4, on a parlé de la dynamique des écosystèmes, la notion de succession écologique qui est un phénomène naturel, qui est expliqué par la compétition interspécifique et la facilitation écologique, et enfin, le fait qu'il y ait des perturbations qui puissent impacter donc les écosystèmes avec les notions de résistance et de résilience des écosystèmes en question. Pour finir, on peut dire que l'étude des écosystèmes et des concepts importants associés, hein, les niches écologiques, les valeurs sélectives, les niveaux trophiques, les rendements, les successions, la résilience, etc., tout ça, ça permet de comprendre leur fonctionnement. Et ça sert à quoi de comprendre le fonctionnement des écosystèmes? Ça va pouvoir permettre ensuite leur gestion et leur sauvegarde. Ça, c'est très important quand on fait notamment de l'écologie de la restauration. Alors une question qu'on peut se poser aussi, ça c'est au programme de première spécialité, c'est quel est l'intérêt de sauvegarder les écosystèmes? Comment on peut justifier ceci auprès des politiques pour qu'ils donnent des sous pour qu'on puisse sauvegarder les écosystèmes? Alors l'idée, c'est un concept qui est apparu en 2005, c'est que les écosystèmes, ils rendent des services qu'on appelle des services écosystémiques. Un service écosystémique, c'est un ensemble de propriétés des écosystèmes qui contribuent au bien-être de l'homme. C'est ça la définition. Et ces services écosystémiques, on en distingue 4. On distingue les services d'approvisionnement et de production, un petit peu les plus évidents. Donc c'est les propriétés de l'écosystème qui font que l'homme va pouvoir récupérer de la nourriture ou des molécules utiles dans cet exemple qui est représenté ici. Il y a les services culturels et sociaux, où là, effectivement, les écosystèmes vont donc avoir des propriétés qui permettent, par exemple, le tourisme, dans le cas des marais poids de vin, qui permettent la récréation, par exemple, quand on se promène en forêt, ou tout simplement d'être content de voir des prairies à travers la fenêtre. Les écosystèmes, dans les services écosystémiques, il y a aussi les services de régulation. Effectivement, les écosystèmes permettent de réguler l'érosion. Par exemple, quand on met des bandes enherbées au niveau des prairies plutôt que de mettre du béton, ça va permettre de... Alors, le béton, c'est un mauvais exemple. Le béton, c'est un exemple pour les crues. Mais si on met rien, par exemple, il y aura beaucoup plus d'érosion. Quand on met du béton, c'est vrai que par rapport à mettre des prairies, les prairies vont absorber de l'eau. Et donc, ça va réguler les crues, etc., etc. La présence de saules, par exemple, en lisière de champs, permet de phyto-épurer en fait l'eau qui, quand elle se retrouve dans la rivière, en fait, a moins d'engrais par rapport à ce qu'il y avait dans le champ. Et il y a aussi les services d'auto-entretien qui sont les services qui vont permettre la production des trois autres. Le fait que les écosystèmes, par eux-mêmes, ils ont une capacité à fonctionner par eux-mêmes, et à donc fournir les trois autres services écosystémiques représentés ici.